Bonsoir à tous, nous revoilà pour un nouveau direct IR stream, 1 heure plus tard que d'habitude, je m'en excuse. Est-ce que tout le monde peut me confirmer que le son et l'image, tout est nickel sur Telegram et sur VK? Wow, je vois que vous êtes déjà dans les starting blocks, entre autres Clé, Gérard, Béatrice, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir JM, bonsoir Gérard. Bonsoir Evelyne, qui me dit que tout est ok sur VK. D'accord, bon bah nickel. Frucade, bonsoir. Christina, bonsoir. Ok, S400 me dit ça marche. Béatrice, ok, impeccable. Donc, oui, désolé de ce petit retard. Comme vous avez pu le voir cette semaine, j'ai été assez peu active sur la chaîne Telegram, tout simplement puisque nous avions le festival Étoile au-dessus du Donbass. Et oui, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que chaque année, depuis 2020, je participe à ce festival, qui était à la base un festival purement littéraire, voire même littéraire de fiction, qui au départ, la première année en 2019, avait rassemblé à peine quelques dizaines d'auteurs, dont Faina, que vous connaissez, et qui très vite en fait est devenu un véritable monstre, un véritable phénomène pan-russe, voire même international maintenant, et qui a dépassé complètement la littérature pour devenir un festival. Alors on avait appelé ça multiculturel l'année dernière, cette année c'est devenu des industries créatives. Voilà, puisque on a parlé littérature, théâtre, cinéma, musique, comics, donc bande dessinée, jeux vidéo, et tout ça, ça a été un truc de fou. 6 jours où j'ai littéralement couru partout. Donc je vous ferai une vidéo au format vie du Donbass assez courte, parce que faire une traduction de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, ça va pas être possible, mais c'était super intéressant. On a eu, ils ont organisé cette année, ils ont développé ce qu'ils avaient commencé l'année dernière. Ils avaient commencé l'année dernière une espèce d'école, enfin d'atelier pour les auteurs de littérature, pour apprendre comment mieux écrire tes personnages et tout. Donc là, ils ont repris, mais ils ont étendu. Donc entre autres, ils ont étendu avec des cours qui concernaient justement les bandes dessinées, le théâtre, la littérature, le cinéma, etc. Donc, j'ai pas pu assister à tout, mais j'ai assisté à des lectures intéressantes au point de vue littérature, au point de vue jeux vidéo. J'ai découvert un truc moi qui joue pas du tout à ça, à quel point en fait c'était très utilisé par l'Occident pour glisser de la propagande russophobe dans des jeux vidéo. J'étais assez choqué, et de voir à quel point de ce point de vue-là la Russie est très en retard sur ce domaine-là, et c'est pour ça que le festival a vraiment porté ce secteur-là cette année, pour essayer justement de stimuler un petit peu la créativité dans ce domaine. Voilà. Alors bonsoir M1963, bonsoir Sébastien. Voilà. Et donc ça s'est terminé ce soir, et bon voilà, je ne voulais pas vous priver totalement d'un direct tier stream, mais je pouvais pas non plus partir avant la cérémonie de fin, hein, je veux dire, ça se fait pas. Ça aurait été vraiment, voilà, pas correct. Donc voilà, je vous publierai une vidéo, je pense, demain, si tout va bien. Pour vous montrer un petit peu, vous verrez un petit peu certains trucs, vous verrez pas tout, hein, comme j'ai dit, mais voilà, vous aurez une petite vidéo format vie du Donbass avec un petit résumé. On était quand même près de 400 participants, avec
sur 6 jours, 150 événements, cours, lectures, rencontres, on a eu une session d'autographe, des choses comme ça. Et en même temps, on était de retour à Donetsk. Vous savez que les deux dernières années, on était à Mariupol pour des raisons de sécurité. Et bien cette année, on est de retour à Donetsk. Ça y est. Donc, on a pris le risque, malgré les parfois attaques de drones ou de missiles. On a quand même 400 personnes venant de toute la Russie, mais aussi de Biélorussie. On a des gens venus du Kazakhstan qui sont venus pour ce festival à Donetsk. Donc je trouve ça vraiment pas mal de voir que le Donbass, c'est pas seulement une zone en guerre, c'est pas seulement une région industrielle, mais que le Donbass est aussi reconnu comme une région d'importance culturelle. Voilà, où la culture a un rôle important à jouer. Et je pense que c'est le cas. On a beaucoup de gens très talentueux, d'écrivains, de poètes, de réalisateurs, de régisseurs de théâtre, etc. On a vraiment, je pense, pas mal de talent et c'est pas mal de voir un énorme festival comme celui-ci ne pas être organisé à Moscou, mais à Donetsk. Je trouve ça assez symbolique sur la place qu'a le Donbass au sein de la Russie. Voilà. Donc désolé pour cette petite digression. Alors je vois que Christina et Christiane sont arrivés. Pierre aussi, bonsoir. Et bonsoir Elisor. Alors, donc cette semaine, on a eu donc l'Assemblée Générale de l'ONU. C'est encore en cours, hein, il y a encore tout n'est pas encore terminé. Ce qui a donné lieu à quelques trucs assez quelques trucs positifs, d'autres trucs comment dire, disons qu'il y en a certains qui feraient bien se remettre un petit peu en question. Bref, alors on a eu donc Micron qui a comme deux, trois autres pays européens décidé d'en profiter pour reconnaître la Palestine. Pour une fois qu'il fait un truc bien, j'ai presque pas envie de le critiquer, mais enfin, je vais le faire quand même. C'est mignon, d'attendre la quasi-disparition de la bande de Gaza et de sa population pour se décider à les reconnaître. C'était peut-être avant qu'il fallait le faire, non? Non? Vous avez manqué de temps, entre le homard et le caviar, c'était compliqué de trouver un créneau. Comment ça se passe? Non, parce que reconnaître un pays qui est littéralement en train de s'éteindre, qui est littéralement en train d'être génocidé, pendant que dans le même temps la France ne fait rien, on va dire de manière active, pour empêcher le massacre en question. On est bien d'accord, ça sonne plus comme une oraison funèbre qu'autre chose. Hein? Ouais. Vous savez, non, la reconnaissance de la Palestine, là, par la France, je crois que c'est aussi l'Irlande, etc. Ça me fait vraiment penser à ces gens, tu sais, qui peuvent pas encadrer quelqu'un, et puis quand il est mort, ils te font un grand discours grandiloquent, sur à quel point c'était une personne super. Pour moi, ça sonne vraiment comme ça. C'est vraiment assez catastrophique. Alors, bonsoir. Louis Brulard. JM qui dit c'est le en même temps de Macron. Oui. Puis il a sorti une belle connerie aussi sur le fait qu'il fallait que le Hamas se désarme et que pour construire un truc un système à deux pays, il fallait qu'en gros la Palestine soit complètement démilitarisée. Dans le même temps, t'avais Netanyahou qui disait clairement qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Donc, je dirais à un moment... Macron qui, d'ailleurs, comme Erdogan et comme
je crois que c'est le premier ministre sud-coréen ou le président sud-coréen, je crois que c'est le premier ministre, ont été quand même largement ridiculisés, hein, à se retrouver à attendre dans la rue, bloqué par le service de sécurité, le passage du convoi de Donald Trump. What? Parce que oui, c'est pas arrivé qu'à Macron, c'est arrivé aussi à Erdogan, et c'est arrivé donc aux représentants sud-coréens. Si tu veux ce genre de truc, c'est vraiment une façon pour les Américains de leur dire: vous êtes des vassaux, laissez passer le roi. C'est vraiment ça. Non, parce que je veux dire, normalement, hein, dans l'absolu, je rappelle quand même que je veux dire, il n'y a pas de différence de niveau entre Donald Trump, Emmanuel Macron ou Erdogan. Ce sont 3 présidents de pays souverains, enfin, en principe, en principe, hein, je dis bien. Donc normalement, si vous voulez, il ne devrait pas y avoir de préséance de l'un sur les autres. Ça devrait pas marcher comme ça. Le seul cas dans lequel tu peux avoir une préséance comme ça, c'est lorsque tu as une personne qui est au-dessus des autres. Voilà, et donc les autres sont en dessous. Voilà, là dans ce cas-là, c'est vraiment le petit message pour bien leur rappeler qu'ils ne sont que des vassaux. Et pas du tout des États souverains avec des chefs d'État qui sont considérés par Donald Trump comme étant égaux à lui. Ça, c'est un des énormes travers de l'hégémonie américaine à laquelle le Sud global veut mettre fin. Le monde multipolaire, c'est justement, qui est en train de se construire, c'est un monde où on devrait plus voir ce genre de choses. D'accord? C'est un monde où, normalement, il devrait y avoir un respect mutuel quand même à égalité entre les chefs d'État. Voilà, ça c'est le minimum syndical. Voilà. Alors, on me signale que, oui, j'ai vu que la Palestine a demandé à rentrer dans les BRICS. Alors pour l'instant, effectivement, ça va peut-être un peu compliqué. On va peut-être pour l'instant rester comme observateur ou comme partenaire. J'espère que la Palestine va être intégrée de plus en plus au sein de l'organisation des BRICS. Je pense que ça serait une bonne façon de pousser pour la création de cet État, surtout que maintenant on a quand même une écrasante majorité de pays qui siègent à l'ONU qui ont reconnu la Palestine. Donc il serait peut-être temps quand même d'acter le truc. Hein, je pense que voilà. Mais oui, pour la vous êtes des vassaux, je te trouve très poli, dit Sébastien. Oui, j'essaye quand même de la jouer un peu moins vulgaire, parce qu'il y a des gens qui me reprochent d'être un petit peu trop... Voilà, d'avoir un langage pas très châtié. Voilà. S400 qui dit que Macron a tellement la trouille qu'il fait dans son froc. À sa place, j'aurais pris l'avion pour Paris. Mais enfin, je veux dire, moi, à sa place, j'aurais pété un scandale. Je veux dire... alors, on pense qu'on veut, hein, c'était un margoulin. Mais quand Jacques Chirac est allé en Israël et que le service de sécurité a essayé de l'empêcher d'aller entrer au contact de la population, etc. Je veux dire, Chirac a pas appelé le premier ministre israélien de l'époque en mode gentil, dit je suis coincé là parce que ton service de sécurité ils sont pas très gentils. Non, il a pété une gueulante. Il a pété une bonne gueulante avec son anglais, avec un pur accent français à couper au couteau. Mais il leur a dit clairement, mais qu'est-ce que vous voulez, faire un scandale diplomatique? Je suis là pour ça, je suis là pour aller à la rencontre des gens, donc vous allez me laisser faire. Sinon, moi, je repars, je reprends mon avion et je rentre en France. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Et il a été extrêmement direct,
et fonce dedans, quoi. Je veux dire, voilà. Hein, comme je dis, c'était un margoulin, mais au moins, si vous voulez, il avait quand même un minimum la carrure d'un président. Voilà, chose que n'a pas Micron premier. Et ça se voit. Hein, voilà. Donc, Macron, il fait faire ses discours par son chargé en fonction des circonstances. Dit JM. Ah oui, ça se voit. D'ailleurs, quand Faina lui avait écrit, il n'a même pas été foutu de lui répondre lui-même. Le pape a répondu à la petite. Bachar el-Assad a répondu en personne à la petite. Macron a fait répondre par son secrétaire. Je veux dire, c'est très révélateur. Voilà, c'est... Alors, en 1963, oraison funèbre exacte. Et quelqu'un, Macron ou autre, a-t-il protesté que le président palestinien ne reçoive pas son visa? Oui, ça aussi, c'est choquant. Je veux dire, il n'est pas le seul, hein, d'ailleurs. Certains journalistes du pool de Sergei Lavrov ont aussi pas reçu leur visa, hein. Mais le président palestinien, c'était la moindre des choses. Enfin, je veux dire, surtout lorsque lors de cette assemblée générale, plusieurs pays se sont prononcés pour la reconnaissance du pays. La moindre des choses, c'était de faire venir le représentant du pays en question, quand même. Enfin, je sais pas, enfin, bon, je sais bien, je suis peut-être un peu naïve, mais moi, ça me choque toujours autant. L'ONU devrait déménager dans un pays neutre où escalator et prompteur fonctionnent. Ah oui, oui, ça le coup de l'escalator saboté, que Donald Trump a ordonné une enquête. Par contre, je suis totalement d'accord. Mais ça fait déjà très longtemps en fait que l'ONU aurait dû être déménagée dans un autre pays. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de visa, de une. Et de deux, parce que clairement, l'installation de l'ONU aux États-Unis est utilisée comme un levier de chantage. Voilà, si tu fais pas ce que tu veux, ben, je te donne pas le visa, tu pourras pas venir à l'Assemblée générale, enfin ce genre de bêtises. Donc c'est vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Ça ne devrait pas arriver. Et malheureusement, je pense que je pense que l'ONU va finir comme la SDN, la Société des Nations, qui était son ancêtre, hein, pour ceux qui le savent pas, qui était une première tentative, hein, après la Première Guerre mondiale, de plus jamais ça. Et ça n'a pas fonctionné du tout. Et donc cette Société des Nations a été dissoute juste après la Seconde Guerre mondiale, avant de donner place à l'ONU. Mais malheureusement, l'ONU souffre des mêmes problèmes. Donc je pense malheureusement que ça va se terminer de la même manière. Alors, S400 qui dit Chirac était un chef, lui, totalement différent de Macron. Oui, ça, on est bien d'accord. Alors... Venant de Macron, de toute façon, que ça cache forcément quelque chose. Oui. Christiane qui dit pour ça que Trump le lui reproche en reconnaissant la Palestine, il reconnaît le Hamas avec. Mais le Hamas est une conséquence logique de la politique israélienne envers la bande de Gaza. Je veux dire, qui sème le vent récolte la tempête. D'accord? Si Israël s'était comporté correctement, avait respecté les résolutions de l'ONU, avait laissé donc la création de l'État palestinien, les gens se seraient pas tournés vers des mouvements radicaux. Je veux dire, s'ils le font, c'est qu'à un moment, tout simplement, il n'y a plus d'espoir en dehors de cette voie-là. C'est ça le truc. Donc, je veux dire, à un moment, tu peux pas déplorer les conséquences, donc tu as encouragé les causes. Ça marche pas, ça, hein. Ça marche pas. Alors...
Alors, Evelyne qui dit Macron n'est rien, tout le monde le sait. Oui, bah. Là, ça s'est vu parce qu'en plus, donc, et lui, et Erdogan, et le représentant sud-coréen ont été filmés par les caméras de télévision en train d'attendre dans la rue. Voilà, comme des piquets. Ça fait pitoyable, hein. Je veux dire, on s'est tapé la honte interstellaire, là, hein, les Français, avec des trucs comme ça, bref. Le 4 qui dit on va te voir dans Géopolitique Profonde, tu as rencontré Claude Janvier. Très bon retour d'infos dans leur matinale. Oui, oui, j'ai rencontré Claude Janvier, j'ai rencontré Alexandre Pénasse. Donc oui, je disais, j'ai rencontré Claude Janvier, Alexandre Pénasse et Lucien Cerise. Discussion très intéressante à Donetsk, trop courte, mais super. Donc oui, je vais passer sur Géopolitique Profonde. Comme dit Christian, on va reconnaître un tas de ruines où plus rien ne tient debout. Ils seront sous tutelle, les pauvres Palestiniens, ils vivent à côté de leurs bouchers, j'en doute. Evelyne qui pense aussi que l'ONU va dégager. Alors d'ailleurs, Netanyahou, comme Zelensky d'ailleurs, hein, quand il est monté à la tribune de l'ONU, Netanyahou a été hué, littéralement. Le représentant iranien, en quittant le hall, il n'est pas le seul, hein, presque tout le monde est parti. Donc, et Netanyahou et Zelensky se sont adressés à une salle aux trois quarts vide. Et dans le cas de Netanyahou, donc au niveau de la place du représentant iranien, le représentant iranien avait laissé une photographie avec les enfants iraniens morts lors de la guerre des 12 jours, hein, entre l'Iran et Israël, histoire de rafraîchir un petit peu la mémoire. Hein. Alors Netanyahou qui a dit que le chancelier Merz avait raison lorsqu'il a dit que Israël fait le sale boulot à notre place. Ah bah c'est bien, c'est intéressant. Hein, c'est après Al-Qaïda fait du bon boulot, maintenant. Hein, Israël fait le sale boulot à notre place. Euh, pardon. Pardon. C'est quoi ce délire, hein? D'ailleurs, l'autre terroriste de pseudo-président syrien a été accueilli à l'ONU. Hein. Lui, il n'a pas eu de problème de visa. Hein, voilà. Le mec a découpé des têtes, violé des femmes, les a vendus comme esclaves sexuels. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Lui, il a obtenu son visa sans souci. Voilà. Mais Monsieur Abbas, non. Je veux dire, non, il y a une conception intéressante, hein. Non, hein. D'ailleurs, Zelensky et Al-Jolani, hein, se sont rencontrés. Voilà. Donc on a le terroriste en chef ukrainien et le terroriste en chef syrien qui se sont rencontrés. Hein. Bon, je pense que les discussions entre eux ont dû tourner autour d'attentats terroristes contre les intérêts russes, hein, puisque c'est leur grand point commun. Donc voilà quoi. Alors il y en a qui disent que l'ONU devrait déménager en Suisse. Mais la Suisse est plus neutre. Ça là-dessus, je suis d'accord avec Super Gorette, donc ouais, c'est pas la bonne solution. Je sais pas dans quel pays en fait on peut encore trouver un pays neutre en fait. Alors, Béatrice qui parle de présence de militaires français sur le territoire moldave, d'autres qui parlent en Ukraine. Oui, de toute façon en Ukraine, ça fait un petit moment qu'il y en a. Hein. Oui, 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 ils sont déguisés sous forme d'instructeurs ou de mercenaires, mais bien sûr, il y a des soldats français en Ukraine. Je veux dire, quand la Russie a frappé, si vous vous souvenez bien, je pense que c'était l'année dernière, ce bâtiment à Kharkov, hein, où il y avait des instructeurs étrangers, et que la France a pété un plomb, hein, bah, la France a pas pété un plomb pour des mercenaires, on est bien d'accord. Hein, donc on a bien compris ce qui était là-dedans. Ou qui était là-dedans.
S400 qui dit, tu veux dire Chetanyahou? Oui, là, enfin, moi je l'appelle Metamiaou. Metamiaou, ça le ridiculise, Metamiaou. Chetanyahou, non, non, non. Ce mec n'a pas la carrure de Satan, hein. Ce mec se prend certainement pour Satan, mais ce mec, non, enfin, voilà. Je... Alors, il y a R qui dit Macron, il a pas des problèmes en ce moment avec son procès avec Brigitte. Candace Owen a l'air remonté. Ah ben, oui, oui, là, il va falloir fournir de la preuve génétique, hein, là, faute de ça, et fait par un laboratoire indépendant américain ou quoi, parce que je pense que toute preuve faite par un labo français avec les possibilités de corruption, ils vont dire non, quoi. Et 1963 qui dit la honte, c'est la réaction de Macron, tellement fier d'être le copain de Trump, d'avoir son numéro de téléphone personnel, il se rend pas compte qu'il se fait marcher dessus. Mais c'est ça, l'autre il l'appelle, il est tout sourire en mode ah ben tu sais pas la meilleure du siècle, je suis coincé dehors parce qu'on attend ton cortège. Mais qu'est-ce que mais ça va pas. Allô. Allô. Mais vous imaginez à un moment Poutine faire un truc comme ça, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Je veux dire, imaginez que Xi Jinping ou Kim Jong-un, est-ce que vous imaginez un seul moment un de ces chefs d'État faire ça? Non, non, non. C'est leur assistant va immédiatement contacter le service de sécurité présidentiel américain discrètement et leur dire bon, vous allez dire à vos gars de nous laisser passer ou ça va mal se mettre. Voilà. Et puis la situation va se débloquer en moins de 5 minutes. Discrètement et loin des caméras. Mais vous allez jamais voir Poutine prendre le téléphone devant toutes les caméras et appeler Trump en disant ah, tu sais pas la blague du siècle, on est coincé dehors dans la rue parce qu'on attend le passage de ton cortège. Mais ça va pas quoi. Mais l'humiliation était déjà pas suffisante. Il a fallu qu'il rallonge encore une couche par-dessus. Non, mais vraiment, hein, quand je vous dis que ce mec est le pire président que la France ait jamais eu, c'est terrible. GM qui dit les victimes du Bataclan se retournent dans leur tombe. Ouais. Ah oui, non, la réception d'Al-Jolani comme un chef d'État comme un autre, c'est une honte intergalactique. Sébastien qui dit que Macron ne loupe jamais une occasion d'humilier la France. Il en a profité pour claquer une bise et prendre quelques photos. S400 qui dit en Afrique du Sud alors. Afrique du Sud, je sais pas. On peut pas dire qu'ils sont neutres, ils sont au sein des BRICS, tu vois. Enfin, je pense que ça va être compliqué hein, de trouver un pays vraiment neutre. Hein. Vraiment. Dom qui dit ceci dit, Abbas a eu la reconnaissance qu'il mérite, soit rien, élu en 2005, aucune élection depuis, totalement vendu à Israël, qui de fait dirige la Cisjordanie, même si personne ne le dit. Oui, bah ça, bon. Sinon, quoi d'autre comme false flag cette semaine? Un missile a passé une frontière, une flatulence russe a pénétré le nez de quelqu'un qu'il fallait pas. Ah bah on a eu l'Estonie, hein, on a eu l'Estonie là qui nous a fait un caca nerveux de chihuahua, hein, que soi-disant hein, des avions russes auraient pénétré son espace aérien, sauf qu'il n'y a pas la moindre preuve qui a été fournie. Donc moi je veux bien, mais ce serait bien quand même d'amener 2-3 preuves. Hein, je veux dire, je pense que ça devrait pas être compliqué, tu vois, des données de radar primaire, parce que clairement, de toute façon, s'il y a des avions de chasse, ils volent avec les transpondeurs éteints.
Donc tu vas pas les voir sur Flight Radar. Mais tu devrais les voir au radar primaire. Alors pour ceux qui connaissent pas la différence, le radar secondaire fonctionne avec les transpondeurs, les fameux boîtiers qui sont dans les avions et qui émettent régulièrement des informations sur l'altitude, la vitesse, la trajectoire, la position, le nom de l'avion, etc., etc. C'est ce qui est utilisé le plus souvent, et c'est ce qui permet à des sites comme Flight Radar de suivre les avions en temps réel. C'est ce qui a permis d'ailleurs de fumer en temps réel le fameux fake de Pustula van der Leyen et son histoire de brouillage GPS made in Russia. Hein, voilà, bon. Mais un avion de combat, s'il est, on va dire, en vol de mission ou quoi, bien sûr, il laisse pas son transpondeur allumé, hein, parce que bon, le but c'est que l'ennemi puisse pas le détecter, donc il le coupe. Mais normalement, tous les pays ont encore des bons vieux radars primaires. Hein. Alors, ce qu'on appelle un radar primaire, donc c'est un radar qui envoie une onde qui va se réfléchir sur les avions et revenir vers le point de départ, hein, avec une grande antenne pour capter le signal. Et en fonction, eh bien, de la vitesse et la façon dont l'onde revient, eh bien, le radar est capable de détecter si c'est un avion plus ou moins gros, où il est, etc. Donc normalement, je veux dire, si des avions russes, des avions de combat ont franchi les frontières de l'espace aérien estonien, le minimum à fournir, c'est quand même les données du radar primaire. C'est-à-dire l'image qui a été visible pour le contrôleur aérien ou le servant du système de radar militaire qui a détecté les avions. Je veux dire, ils ont ça sur un écran. Hein, voilà, ils ont un joli petit cercle et puis vous avez un petit point qui apparaît. Voilà, là, si vous voulez, bon... ça serait déjà un petit peu plus crédible. Mais quand tu viens avec rien, les mains dans les poches, et que tu racontes des conneries comme ça, en plus, quand tu vois derrière, donc les chihuahuas baltes et le chihuahua polonais qui sont en train de s'exciter en mode « Oui, la prochaine fois, on n'a qu'à abattre les avions russes. » Oui, et puis la prochaine fois, t'as qu'à signer ton testament aussi. Hein? Essaye d'abattre un avion russe comme ça, tu vas voir ce qui va se passer. Hein, je rappelle les 3 confettis baltes, 3 sarmates et on a 3 immenses parkings vitrifiés à la frontière de la Russie, hein, radioactifs. Non mais faut arrêter les conneries. Je veux dire, comme l'a dit la Russie a eu plein de fois comme ça des avions de l'OTAN qui se sont approchés ou qui ont légèrement franchi la frontière de l'espace aérien russe. À chaque fois, ils ont été escortés dehors, et comme l'a dit la Russie, et on a descendu personne. Hein, donc, calmez-vous tous, arrêtez de vous monter le bourrichon en mode hystérie collective, hein, parce que ça peut dégénérer très vite. Parce que le premier qui abattra un avion russe, ça sera une déclaration de guerre, et là, ça va être une autre histoire. Hein, c'est-à-dire ce qu'a dit plus ou moins Lavrov. Voilà. Bonsoir The Habib. Macron qui se met en scène pour l'écriture de son discours, c'était aussi ridicule que malaisant aussi. Oh, de toute façon, il est toujours malaisant ce mec, quoi qu'il fasse. Que penser du tweet de Trump, demande Marie-Christine. Alors... Le fameux délire là avec l'Ukraine pourrait reprendre tout son territoire avec l'aide des Européens, etc., etc. Alors, sincèrement, je pense, comme l'a d'ailleurs très bien compris un responsable polonais qui s'est exprimé peu de temps après, que en fait, ce que ça veut dire, c'est ce que je vous dis depuis des mois. C'est-à-dire que Trump est en train de refiler la patate chaude à l'Union européenne. C'est-à-dire ce qu'il est en train de dire, c'est tu veux récupérer tout ton territoire, tu veux pas faire de concessions territoriales, Zelensky, d'accord, mais si tu veux faire ça, c'est avec le soutien des Européens. Mais à aucun moment, il ne parle du soutien des Américains.
C'est-à-dire qu'il dit très clairement que maintenant, le problème ukrainien, c'est un problème européen. Et donc, il vous a refilé le bébé avec l'eau du bain sale. Voilà, c'est ça qu'il a fait. Il vous a passé la patate chaude, vite fait, voilà, vite fait, bien fait. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein, c'est ça qui s'est passé. Et il y a un des responsables polonais qui l'a très bien compris. Et qui l'a dit après, mais en fait, vous n'avez pas compris ce qu'il a écrit. Ce qu'il a dit en réalité, c'est ben maintenant, moi je m'en lave les mains, ça n'est plus mon problème, c'est le vôtre. Démerdez-vous avec. Et c'est exactement ce que je vous avais dit. Les États-Unis sont en train de se défausser sur l'Union européenne du problème ukrainien. Voilà, c'est ça le tweet de Trump. D'ailleurs, la Russie a commenté suite à ça. C'est Ushakov, donc le conseiller de Poutine, qui a dit que, en gros, il y a ce qui est dit en public et il y a ce qui est dit en privé. Et que, vu ce qui est dit en privé, la déclaration de public de Trump sonne comme un gros prank, si tu veux. Voilà. Donc, d'ailleurs, Trump a refusé de filer des missiles Tomahawk à l'Ukraine, alors que ça faisait partie de sa petite liste de cadeaux de Noël que Zelensky a apporté lors d'une réunion privée, donc dans le cadre de l'ambassade de l'Assemblée générale de l'ONU. Il avait demandé des missiles Tomahawk et de ce qu'on comprend, d'après ce que certains médias disent, c'est que Trump, il a dit non. Donc ça veut bien dire qu'il ne croit pas du tout que l'Ukraine a la moindre chance de récupérer ses territoires, mais il voit bien que Zelensky n'a aucune volonté de négocier, n'a aucune volonté de signer un accord de paix, qu'il s'arc-boute sur cette histoire de concession territoriale. Et donc, je pense son message, c'était, mais puisque tu veux essayer de récupérer tes frontières de 1991, vas-y, mais fais ça avec les corneaux de l'Union européenne, et ça sera sans moi. Démerdez-vous entre vous, mettez-y les moyens et démerdez-y. Voilà, c'est ça le message de Trump. C'est tout. Alors, Divda qui dit attention aux false flags avec le F-35. Un avion furtif, du moins aux Occidentaux, abattant un avion de l'OTAN en accusant la Russie, c'est possible. Oui, mais enfin là, si vous voulez, je pense que de toute façon, la Russie surveille de près, le F-35 est furtif, mon postérieur sur la commode, donc ça va pas être très discret. Ça va pas être très très discret. Et alors, les drones au-dessus des aéroports du Danemark. Étonnamment, on n'a pas accusé les Russes et quid des drones hongrois en Ukraine. Alors, oui, pour le Danemark, oui, ils ont pas... Mais ça fait un peu loin, là, quand même, le Danemark, pour accuser les Russes, Bon. Pour les drones hongrois en Ukraine, donc lui l'Ukraine a pété un scandale. Que soi-disant des drones hongrois avaient franchi sa frontière. La Hongrie lui a répondu que, en gros, il fallait que Zelensky arrête ses délires et de s'en prendre à la Hongrie. Surtout comme l'a dit Sijarto, le ministre des Affaires étrangères hongrois, il a quand même rappelé que la potentielle adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne dépendait entre autres du bon vouloir de la Hongrie, puisque ça doit être une décision unanime et que pour l'instant la Hongrie fait partie des pays qui s'y opposent. Et que c'est pas en organisant des provocations et en tapant des crises d'hystérie comme ça pour rien que ça va faire changer d'avis la Hongrie. Bien au contraire. Ce qu'a dit Sijarto, c'est qu'en gros, plus il continue comme ça, le père Zelensky, et plus il conforte la Hongrie dans l'idée que faut interdire à l'Ukraine de rentrer dans l'Union européenne. Il est magique, Zelensky, il est magique.
Alors, Elisor qui dit que les otages, avec tout ce qu'ils ont bombardé Israël, comment retrouver les otages ou même les corps des décédés qui exigent Trump? Oui, 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 bah oui. Ils ont tout rasé, tu vois, les photos aériennes de la bande de Gaza, c'est pire que Dresde en 45. Enfin, je veux dire, je pense que ces bombardements ont tué bon nombre des otages qui, sans ça, étaient très bien traités par le Hamas. Hein. Ceux qui ont été libérés, si vous vous souvenez, ils les remerciaient, ils leur faisaient des bisous, quoi. Bon, hein, ils étaient pas maltraités, donc... Alors... Alors, l'UE est-elle vraiment capable de piquer les avoirs russes? J'ai vu que l'Allemagne, de mémoire, était open avec cette folie. Demande Frucat. Oui, mais alors la Belgique s'y oppose. La Belgique s'y oppose catégoriquement. Pour de bonnes raisons. Hein. Parce que, oui, Belgique, Luxembourg, c'est là que sont les chambres de compensation, entre autres comme Clearstream, Euroclear. Ces deux pays se rendent bien compte que ce que veut faire l'Allemagne, ça signerait leur mort économique pure et simple. Hein, c'est comme l'a dit Bart de Wever, si on fait ça, les banques centrales des pays du monde entier vont retirer leurs fonds parce qu'ils vont plus avoir confiance en nous. C'est tout le système financier, d'ailleurs tout le système, on va dire fiduciaire, parce que fiduciaire, un nom qui vient de monnaie, hein, tout le système fiduciaire est basé sur la confiance. Vous êtes quand même bien conscient que il n'y a aucun morceau de papier qui vaut 100 euros. D'accord? Un billet de 100 euros ne vaut 100 euros que parce que vous avez tous confiance dans le fait qu'il vaut 100 euros. Le jour où vous n'avez plus confiance dans le fait qu'il vaut 100 euros, il vaut pas plus que du papier toilette. Hein, voilà, c'est... oui. C'est ce qui est arrivé aux assignats hein, à une époque après la Révolution. Donc, si vous voulez, le système des chambres de compensation qui permettent, entre autres, les transactions internationales, entre autres au niveau des banques d'investissement ou des échanges commerciaux et des échanges bancaires internationaux, c'est basé sur la confiance. C'est-à-dire que tu confies à ces chambres de compensation une partie de tes devises étrangères pour pouvoir gérer plus facilement tes échanges bancaires avec d'autres pays. Mais si à un moment, tu vois qu'il commence à piquer dans la caisse d'un autre pays sous des prétextes bidons, mais vous comprenez bien que les autres pays vont se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui garantit qu'ils vont pas faire la même chose avec nous demain? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces pays vont retirer leurs fonds de ces chambres de compensation et des plateformes boursières européennes, en se disant mais les mecs, vous êtes une bande de voleurs, nous on se casse de chez vous. Sauf qu'il y a un certain nombre de pays qui ont quand même, si vous voulez, c'est des sommes qui sont énormes. Hein, si on pense à des pays genre Arabie Saoudite, Chine... Inde, hein, c'est pas des petits joueurs si tu veux. Donc si ces gens-là se cassent, bah Clearstream et Euroclear ils peuvent mettre la clé sous la porte si vous voulez. Et là ça ferait très mal. Je rappelle quand même qu'un pays comme le Luxembourg vit exclusivement de son rôle en tant que plateforme financière. Et en tant que paradis fiscal. Mais surtout de son rôle en tant que plateforme financière. Donc, s'il y a une perte de confiance de la part des clients internationaux dans la fiabilité
et la sécurité des fonds qui sont déposés au Luxembourg et en Belgique dans les chambres de compensation, les pays les reprennent. Et alors là, c'est la fin des haricots, hein. Parce que, je veux dire, le Luxembourg, ils auront rien d'autre pour se rattraper, hein. Je vous le dis, c'est qu'est net, hein. Alors... Supergorette qui dit les Turcs se rappellent encore de leur connerie d'avoir abattu un avion russe, ça a bien cramé au sol après. Ah oui, puis pas seulement, hein. Je veux dire, la Russie a bloqué toutes les, genre les vols touristiques vers la Turquie. Si vous saviez le nombre de Russes qui vont passer des vacances là-bas, c'est monstrueux. Ça a porté un tel coup à l'économie turque que Erdogan a fini par revenir à genoux. Sébastien qui dit pas d'accord, il refile pas la patate chaude, il refile la facture. Et c'est lui qui tient les comptes. Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Enfin, je dis patate chaude parce que c'est un énorme boulet. Ça n'est pas qu'une facture, c'est un énorme boulet. L'Ukraine est un énorme boulet, non seulement financier, mais géopolitique. Parce que une fois que la guerre sera perdue et tout, ils vont en faire quoi? Ils vont en faire quoi? Le pays sera détruit, totalement à genoux économiquement, industriellement, socialement. Je veux dire, on va en faire quoi? Je veux dire, l'UE compte en faire quoi? Alors... Sclé qui dit que la déclaration de Trump était un magnifique troll et Zelensky l'a pris ou en tout cas fait comme s'il le prenait au premier degré. S400 qui dit l'Ukraine va disparaître à terme. Oui, d'ailleurs, je viens de découvrir ce soir une information très intéressante. La Banque centrale polonaise commence à travailler officiellement sur le territoire ukrainien. Bon. Est-ce que j'ai besoin vraiment de vous expliquer ce que ça signifie? Le morceau d'Ukraine qui restera va passer sous contrôle de la Pologne. Bon, peut-être moins la petite zone Transcarpathie, voilà, refilée à la Hongrie pour la calmer, et puis la Bucovine à la Roumanie. Mais je pense sincèrement que la Pologne est déjà en train d'avancer ses pions pour mettre la main sur ce qui restera de l'Ukraine à la sortie de l'opération militaire spéciale. Alors, je vois qu'il y en a toujours qui comprennent pas ce que je dis quand je demande de laisser le chat pour les questions. Alors, Louis qui dit monnaie de singe. Françoise Rosé dans le film Faut pas prendre des enfants du bon Dieu pour des canards sauvages disait ton papier enfouis-le au plus profond. Par exemple, dans le trou du diable. Oui, oui, non mais c'est ça. L'argent, c'est une convention et c'est une convention qui a été faite pour simplifier en gros le troc avec une valeur commune sur laquelle tout le monde entre guillemets s'accorde. Mais c'est une question de confiance. Voilà. Le jour où la confiance dans la monnaie se casse la gueule, c'est terminé. Elle n'a plus aucune valeur. C'est une valeur symbolique. Voilà, un billet de 100 € n'a aucune valeur propre équivalente à ce montant-là. Aucune. Alors, Zorelli qui dit d'ailleurs à l'ONU, Trump a dit qu'il pensait que régler le conflit serait beaucoup plus simple, vu l'excellente relation qu'il a toujours eue avec Poutine, ce qui veut tout dire. Mais oui, mais le truc c'est que Trump a découvert que non, Zelensky refuse malgré, je pense qu'il y a dû y avoir des pressions de la part de Trump assez sérieuses pour lui faire signer la paix, mais Zelensky a dit non. Parce que de l'autre côté, il a les Anglais et l'Union européenne qui lui promettent monts et merveilles, de l'argent, des armes, du soutien, tout ce que tu veux. Donc il va continuer. Et puis comme je vous l'ai dit, de toute façon, le jour où il signe un accord de paix avec la Russie, c'est un homme mort. Christiane qui demande que va faire la France quand ils devront rembourser une fois la guerre finie. Ah bah mais ils vont faire les poches. Ils vont vous faire les poches, bien sûr.
Ils vont vous inventer un nouvel impôt, vous prendre 3 jours fériés, enfin, ils vont trouver, vous inquiétez pas. Ou alors, ils saisiront votre compte épargne, voilà. Zorelli, peut-être qu'ils font ça pour instaurer l'argent numérique. Si tout se casse la figure, monnaie numérique sécurisée. Ah, c'est possible aussi, bien sûr. De toute façon, ils vont bien trouver bien des raisons hein, pour vous la pousser, la monnaie numérique. Ah oui, alors il y a eu aussi bien sûr toutes les déclarations de Trump, hein, effectivement, qui a déclaré, comme le dit Christian, que les Européens étaient des hypocrites puisqu'ils achètent toujours du gaz russe. Alors c'est très rigolo d'ailleurs parce que Trump a essayé de faire pression sur la Hongrie pour qu'ils arrêtent d'acheter des hydrocarbures russes. Orban lui a dit gentiment et diplomatiquement d'aller se faire voir. Et résultat, après ça, Trump a fait une déclaration publique en mode... Ouais, enfin, en même temps, je les comprends parce que ils peuvent pas faire autrement vu qu'ils ont pas d'accès à la mer. Donc ils peuvent pas faire autrement que d'acheter des hydrocarbures russes. Ben, c'est bien de t'en rendre compte maintenant, ça aurait été mieux avant d'essayer de faire pression sur la Hongrie de manière complètement crétine. Voilà. Un Zorelli qui dit, je savais pas, pardon, le chat c'est pour les questions. Oui, non, vous pouvez commenter entre vous, hein. Vous pouvez vous répondre les uns aux autres. C'est surtout pour le chat Telegram où il y a des gens qui continuent de poster des contenus et des liens pendant le direct. C'est un petit peu pénible. Ça noie les questions. Le Cornu a annoncé que ce serait une bonne idée d'utiliser l'épargne des Français dans l'armement. Fantastique, non? Dit Frucat. Ben oui, mais je vous l'ai dit, ils vont vous faire les poches. Ils vont vous faire les poches. Ils ont déjà commencé à partir de 500 € avec 0 intérêt pour ceux qui souhaitent, dit Christian. Oui. Pensant c'est sur une base volontaire. Après, comment dire après, ce sera sur une base volontaire désignée d'office. Hein. Vous connaissez le principe, j'ai pas besoin de vous expliquer. Alors, Sébastien qui dit l'Ukraine n'a tristement plus grand chose. Avec le côté démographique, ça fout les larmes aux yeux. L'industrie, plus grand chose. Économie, on n'en parle pas. Effectivement, les pays voisins louchent déjà dessus comme des charognards. Comment un gouvernement ukrainien pourrait rééquilibrer les choses avec ce qui reste du pays, sans compter ce qu'ils vont encore perdre d'ici la fin actée et reconnue? Ben oui, c'est comme je l'ai dit, hein. Je l'ai dit, plus ils poursuivent les combats, plus ils vont perdre du territoire. Si l'Ukraine perd ne serait-ce que de Kharkov à Odessa, mais ce qui va rester du pays, il y aura quasiment plus d'industrie. Je veux dire, l'industrie en Ukraine, ce qui rapporte de l'argent, se trouve en Novorussie, en Nouvelle-Russie, de manière écrasante. Vous avez quelques industries à Kiev et autour, et quelques-unes vers Dnipropetrovsk, etc. Donc, mais voilà, l'écrasante majorité, c'est de Kharkov à Odessa. Je rappelle quand même que même Poroshenko avait reconnu que la perte du Donbass avait fait perdre à l'Ukraine 15% de son PIB et 25% de son potentiel industriel. C'est juste énorme. Juste Lugansk, Donetsk. D'accord? Donc maintenant, si vous commencez à rajouter Kharkov, Zaporozhye, Kherson, et puis si on rajoute après Nikolaïev et et Odessa, et puis soyons fous, Dnipropetrovsk, mais c'est la fin des haricots. Je veux dire, le reste de l'Ukraine. D'ailleurs, pourquoi l'URSS a construit l'Ukraine comme ça? C'est parce que le reste du pays, en dehors de cette zone-là, c'est une zone quasi exclusivement agricole. Hein. L'Ukraine a été le grenier à blé de l'empire russe, hein, la Malorussie, puisque l'Ukraine n'existait pas à l'époque, mais la Malorussie, la petite Russie, était le grenier à blé de l'empire. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été très durement touchés par la fameuse famine de 32-33. Hein, et qu'ils n'ont pas été les seuls, hein, contrairement à ce qu'ils racontent avec leurs histoires de l'Holodomor. Toutes les régions, en fait, fortement agricoles, ont été touchées de la même façon.
par cette famine, qui n'était pas la première, hein, d'ailleurs, à l'époque de l'Empire russe, ils en ont eu plein. Mais le truc, c'est que c'était principalement donc une zone avec des propriétaires terriens. Et ça, les bolcheviks, ça les gênait aux entournures. D'ailleurs, ils ont lancé une grande découlakisation hein, en Ukraine, qui effectivement a eu des conséquences assez terribles. Mais résultat, ça leur plaisait pas trop. Hein, parce que trop de propriétaires terriens, pas assez de prolétaires. Donc ils ont décidé d'équilibrer, hein, voilà, en rajoutant une bonne grosse proportion de prolétaires dans le pays. Et où est-ce qu'il y en avait des prolétaires? Les prolétaires, ils étaient dans les zones industrielles, dans les régions industrielles. Et c'est pour ça qu'au lieu d'accéder à la demande des habitants du Donbass, de les réintégrer à la République socialiste soviétique russe, ils les ont intégrés à la République, à la RSS d'Ukraine. Mais les gens du Donbass, ils voulaient pas ça. Hein. Mais les bolcheviks, ils avaient décidé qu'ils en avaient rien à foutre. Voilà. Et donc ils ont intégré toute la partie de ce qui avait été après la révolution de 17. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas eu que la République nationaliste nationale d'Ukraine. Hein. Il y a eu une autre république qui est née sur les cendres de l'Empire russe, à cet endroit-là, qui était la République de Donetsk et Kryvyi Rog, qui, comme son petit nom l'indique, allait donc de Donetsk jusqu'à Kryvyi Rog qui est la ville natale de Zelensky. Et qui passait en gros par Kharkov et qui couvrait une bonne partie du sud-est du pays. Et cette république de Donetsk et Kryvyi Rog était une république profondément, effectivement, très à gauche, sans surprise, parce que ces régions-là sont des régions fortement industrielles, avec les mines de charbon, les usines métallurgiques, les usines de produits chimiques, etc., les ports, et donc forcément, dans tout ça, vous avez effectivement beaucoup de gens qui soutenaient le Parti communiste. Et donc, pour essayer d'équilibrer un petit peu tout ça, les bolcheviks ont décidé d'assembler ensemble deux grosses régions qui avaient rien à foutre ensemble. Une profondément agricole, remplie de propriétaires terriens, qui avaient des intérêts très différents, des ouvriers ou des mineurs de fonds du Donbass, de Kharkov ou de Zaporozhye, vous comprenez. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve effectivement avec un pays qui est complètement déséquilibré d'un point de vue budgétaire. Contrairement à ce que Poroshenko et Turchinov ont raconté, le Donbass n'a jamais été une région qui vivait des subsides, c'était l'inverse. Le Donbass était l'une des régions qui fournissait le plus d'argent au budget de l'État ukrainien et qui récupérait des miettes. Donc, plus l'Ukraine va perdre de territoire, et plus elle va perdre d'intérêt économiquement. Et donc, s'il reste que la partie, on va dire, rive droite du Dniepr, moins Odessa, moins Nikolaïev et Odessa, déjà l'Ukraine sans accès à la mer, ça sert plus à rien. Et puis, va rester que des régions profondément agricoles ou celles où vous avez exploitation forestière, comme en Transcarpathie. Mais c'est pas avec ça que tu vas faire tourner un pays. Hein. Pas au niveau d'avoir un budget monstrueux pour pouvoir entretenir une armée importante et de l'armement moderne. Donc voilà. Donc c'est ça qui va se passer. Donc je pense que les voisins sont déjà en train d'affûter les couteaux pour se servir sur la bête. Voilà. Alors. Et Zorelli qui dit maintenant plus l'Ukraine appartient à BlackRock. Oui, pas seulement. En fait, ça appartient à Monsanto, Bayer Monsanto et d'autres, qui eux-mêmes sont détenus par des fonds d'investissement, dont BlackRock, State Street, Vanguard et toute la clique. Mais oui.
Donc en plus, si vous voulez, une bonne partie des terres agricoles ukrainiennes les plus fertiles sont déjà même plus aux Ukrainiens. Donc, l'Ukraine, après tout ça, bah, ça vaudra plus un copec, tout simplement. Alors, XY qui demande qu'est-ce que le peuple russe pense des Français hors politiciens. Ah, mais les Russes adorent les Français. Les Russes adorent le peuple français, la culture française, la langue française. Le nombre de fois où j'ai des gens qui essaient de me dire 3 mots en français en me disant combien ils trouvent que la langue française est magnifique. Les Russes ont une histoire d'amour avec le peuple et la langue et la culture française. Je rappelle que Pouchkine, hein, qui est quand même figure de la littérature, la poésie russe, écrivait en français. Voilà. Et qui préférait même écrire en français qu'en russe à l'époque. Alors, il y a Bill Gates aussi qui a beaucoup de choses en Ukraine. Tous les pourris, ils sont... Oui, oui, bah, comme Soros et tous les autres, de toute façon. Donc, voilà. Frucat qui demande par quoi remplacer WhatsApp méga surveillé. Il me semble que tu aies proposé quelque chose d'autre. WhatsApp, clairement, à éviter. Il y a Telegram. Pour l'instant, Max est réservé, le Messenger Max est réservé aux Russes. Il semble qu'il y a un autre Messenger qui va sortir qui va s'appeler Molnia, mais je l'ai pas encore vu ni testé. Vous avez des alternatives aussi, des alternatives russes à Skype. Il y en a une entre autres qui s'appelle TrueConf. TrueConf qui a une version gratuite. Et vous pouvez faire donc un appel vidéo que vous pouvez enregistrer avec plusieurs personnes sans aucun problème. Après, si vous avez besoin de certaines options, bah là, voilà, faut payer, mais vous avez vous avez des alternatives. C'est Molnia, dès que le truc sera sorti officiellement, je testerai puis on verra. Mais Max, j'ai déjà testé, ça ressemble à Telegram. C'est juste que pour l'instant, bah, faut un numéro de téléphone russe pour pouvoir l'activer. Sébastien qui demande d'ailleurs c'est quand l'effondrement, le fond, les critiques côté ukrainien, ça va pas tenir longtemps. Je pense qu'ils vont encore tenir quand même pendant quelques temps encore. Hein. Là, ils sont en train, d'après les chiffres que j'ai vus, le TCC, donc les recruteurs militaires, rafle à peu près 60 000 hommes par mois. Bon, après, il y en a peut-être que la moitié qui arrive jusqu'au front. Enfin, je sais qu'on a à peu près un chiffre de désertion d'à peu près 17 000 par mois. Donc vous pouvez les retirer. Donc ça fait à peu près 43, enfin oui, 43 000 qui arrivent sur le front. Mais donc ça veut dire que ça suffit plus actuellement. Donc là, ça commence à bien craquer. Là, en région de Soumy, ça craque à nouveau. On a avancé au niveau du Yunakovka. On a complètement sécurisé la ville. Donc le ministère de la Défense a annoncé la libération du village de Yunakovka. Mais en fait, il a été libéré depuis un petit moment. C'est juste que jusque-là, l'armée ukrainienne menait des contre-attaques régulières. Donc je pense qu'ils avaient attendu de vraiment stabiliser la situation pour faire l'annonce officielle, ce qui est pas une mauvaise chose. Mais ça avance là, on avance partout. On avance près de Mirnograd, on avance près de Konstantinovka, on avance en région de Kupiansk, on avance en région de Seversk, on avance en région de Dnipropetrovsk. Vraiment, on avance de partout, on avance de partout. Mais pour l'instant, voilà, c'est des petits craquages à certains endroits que nos gars exploitent pour faire une avancée, une percée, comme ce qu'on avait fait au nord de Pokrovsk. Et puis après, bon, ça stabilise un peu, puis ça recraque à un autre endroit. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un vieux drap hein, qui est usé jusqu'à la corde, et vous tirez dessus par tous les côtés. Donc au bout d'un moment, bah, ça commence à se fissurer à certains endroits. Et puis comme dit Super Gorette, les drones ont quand même grandement ralenti les avancées, puisque bah, ça a complètement changé le type de guerre, c'est-à-dire aussi, ça a complètement changé le type de journalisme de guerre. On peut plus travailler comme on travaillait jusqu'en même 2022 ou 2023. Maintenant, tout ça c'est terminé.
Sébastien qui parle des drones qui atterrissent sur des poulaillers sans rien casser ni blesser une poule. Ce sont des drones russes, ce sont des gentlemen, vous ne comprenez rien. Ce sont des gentils drones, voilà, pacifistes. Voilà, donc ils se posent tout en douceur, sans rien casser, sans tuer personne. C'est... Bon, vaut mieux rire que d'en pleurer. Voilà. Christiane qui dit, paraît que par le biais d'ONG, l'Europe finance des jeunes journalistes pour lutter soi-disant contre la désinformation, agiter encore plus ce peuple. Donc je suppose c'est du Tadjikistan contre la Russie. Oui, bah ça c'est le système habituel du soft power occidental. On verse de l'argent via des ONG pour agiter, pour monter les peuples les uns contre les autres. C'est ce qu'ils ont fait en Ukraine. Ça a bien marché, donc ils essaient de reproduire ça ailleurs. Bon, ils ont essayé de le refaire en Géorgie, mais là ça a plus trop marché. Ils ont été bien vaccinés avec ce qui s'est passé en 2008 avec Saakashvili. Super Gorette qui dit Patrick Lancaster a bien compris que les drones avaient tout changé, surtout quand il se faisait courser par un drone alors qu'il était à l'arrière d'un pick-up. Cette terreur des drones, c'est fou. Oui, c'est... Moi, je vous dis, quand il faut vraiment que je finisse de vous traduire en français mon documentaire sur Koursk. Mais vraiment, j'ai passé là-bas 4 jours à être dans l'angoisse des drones. C'est-à-dire, j'ai 4 jours avec le détecteur de drones allumé en quasi-permanence, à changer batterie sur batterie quand elle tombait en rade. Et oui, on traînait pas. C'est-à-dire, comme je le dis dans le film, le premier village qu'on a visité le premier jour, on n'était pas parti depuis 20 minutes. 20 minutes, hein. Que 4 drones FPV sont tombés sur le village et il y a eu un civil qui a été blessé. Donc, si vous voulez, ça a complètement changé le visage de cette guerre. C'est un truc terrifiant. C'est très compliqué parce qu'on met en place des systèmes de défense qui sont contournés. Donc, il faut mettre en place de nouvelles stratégies qui sont contournées à leur tour. C'est l'escalade permanente, hein. Donc voilà. Mais Patrick, Patrick, il est kamikaze, hein. Moi, je lui ai dit, mais il me fout les jetons. J'ai peur pour lui à chaque fois. Mais bon, je veux pas prendre de risques excessifs. Je considère que à l'heure d'aujourd'hui, surtout avec les images que filment les drones, il n'y a aucun intérêt pour vous à ce que je suive une unité de près, enfin, ou que je sois vraiment derrière les gars à peine à 300 mètres de la ligne de front comme je le faisais à Mariupol. C'est-à-dire que le bénéfice pour vous en termes d'information est nul. Par contre, le risque est maximum pour moi, donc ça n'a pas de sens. Donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Voilà. Et de toute façon, il n'y a aucun commandant qui accepterait de faire ça, de prendre une telle prise de risque et d'assumer ce qui pourrait arriver aux journalistes en question. C'est d'ailleurs pour ça que vous ne voyez plus d'images comme ce que vous avez pu voir de ma part à Mariupol ou à d'autres endroits. C'est terminé ce genre de choses, malheureusement. C'est comme ça. Mais bon, je pense que les autres informations que je vous apporte sur ce qui se passe ici et en Russie, eh bien, vous aident quand même à vous faire une idée un peu plus juste de ce qui se passe. Super Gorek qui dit, vous l'entendez, la musique de Terminator. Patrick m'inquiète, oui, on voit son regard que ça se détériore au fur et à mesure des années. Ouais, Patrick, franchement, surtout que maintenant il est quand même papa de, il est quand même papa de 3 enfants. Je lui dis quand même qu'il faudrait qu'il se calme. Mais bon, c'est Patrick. Voilà. C'est un ancien soldat, c'est un ancien de la marine, c'est un ancien marine. Donc bon, je pense qu'il a vraiment ça dans le sang et qu'on n'arrivera pas à le décrocher. Mais bon, je pense quand même qu'avec l'âge, il va devoir se calmer quand même. Je veux dire, hein, comme je le disais moi-même, je discutais il y a pas longtemps avec un
un ancien soldat et je disais, quand je suis arrivé dans le Donbass, j'avais 36 ans, j'en ai 46. J'ai quand même plus trop l'âge, si vous voulez, de faire un marathon contre un drone. Voilà. Donc il y a un moment où aussi il faut être réaliste sur ses capacités et ne pas prendre des risques complètement inconsidérés pour un bénéfice informationnel nul. Voilà. Euh, Prendre des risques comme je l'ai fait en allant en région de Koursk pour vous montrer ce que les Ukrainiens y ont fait, les témoignages de civils et des soldats qui ont défendu la région et qui l'ont libérée, ça vaut le coup de prendre ce risque avec les drones. Mais effectivement, aller suivre les gars, par exemple en région de Soumy, avec 3 contre-attaques ukrainiennes par jour et puis des drones qui volent dans tous les sens, non. Voilà, ça n'en vaut pas la peine. Les images que filment les gars avec leurs drones suffisent très largement, je pense, à montrer la façon dont se passe la guerre et à prouver d'ailleurs les avancées de l'armée russe en filmant entre autres quand ils hissent le drapeau au-dessus de tel ou tel village. Est-ce que tu penses que Patrick est accro à l'adrénaline du front? Ouais, c'est un peu ce qui me fait peur. C'est quelque chose que j'avais vu chez Katina, avec qui je travaillais. Elle avait ce côté-là aussi. C'est très dangereux. C'est très 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 dangereux. J'ai eu une période où j'ai commencé à être un peu mais je l'ai réalisé si vous voulez. J'ai appuyé sur la pédale de frein si vous voulez. Mais oui, j'ai un petit peu peur que Patrick soit accro à l'adrénaline. Mais c'est très facile hein, d'être accro à cette adrénaline du front. Hein. Mais c'est très dangereux. C'est très très dangereux. M1963 qui dit on comprend, on est d'accord avec vous, votre place n'est pas avec les soldats de première ligne, pour vous et pour eux ce serait trop dangereux. Oui, parce que ça aussi, je pense pas seulement à ma sécurité, je pense aussi à la sécurité des soldats qui doivent m'escorter. Je veux dire, ça serait de la folie. Je veux dire, je leur ferais prendre des risques inconsidérés. Je veux dire, quand j'étais en région de Kursk, on avait un chauffeur donc du bataillon d'Armat où j'étais, qui était adorable. Et franchement, je m'en serais énormément voulu s'il lui était arrivé quelque chose en m'emmenant filmer telle ou telle partie de mon reportage. Très sincèrement, je me serais senti mal. D'ailleurs, je lui ai offert un petit Cheburashka qui est toujours dans sa voiture, comme talisman protecteur pour protéger le chauffeur et sa voiture. C'est quelque chose aussi que moi j'ai toujours eu à cœur, c'est de faire attention à la sécurité des soldats, parce qu'ils prennent quand même d'énormes risques hein, pour nous accompagner et nous protéger. Donc voilà. Friclat qui dit tu as fait ta part, c'est très courageux, tes émissions d'information sont importantes pour que nous soyons bien au courant. Donc voilà. Bon. Quelles sont les attentes des Russes demande XY. Bah, les attentes des Russes, c'est les objectifs que Vladimir Poutine a énoncés au début de l'opération militaire spéciale. Démilitarisation, dénazification de l'Ukraine, et régler une bonne fois pour toutes en fait cette épée de Damoclès qui pesait au-dessus de la tête de la Russie. Donc statut neutre, pas d'intégration à l'OTAN, pas de déploiement de missiles occidentaux dans ce pays qui est aux portes de la Russie. Voilà, c'est ça, plus ou moins. Les attentes des Russes, c'est pacifier l'Ukraine de force, puisqu'ils veulent pas le faire via les négociations. Bon bah, hein. Comme dirait Corben Dallas, vous voulez pas la jouer soft, je suis pas contrariant. Vous voulez la jouer hard, on va la jouer hard. Oui, j'adore ce film. Voilà. Je pense que là, on a fait une bonne heure et quart de direct.
Je publierai la vidéo demain en journée comme d'habitude. Je vous retrouve dimanche pour le rapport hebdomadaire de situation où je détaillerai les avancées de l'armée russe. Mais depuis le début d'année, on a fait un très très bon score en termes de nombre de centaines de kilomètres carrés libérés. Et ça continue. Donc voilà, comme je l'avais dit, de toute façon, je vous avais dit dès le départ de ce processus de négociation que je pensais pas que ça donnerait quoi que ce soit. J'avais raison. Mais comme je l'avais dit aussi, et je pense que l'avenir me donnera raison aussi, bah, l'Ukraine va perdre encore plus la prochaine fois que une proposition de paix lui sera mise sous le nez. Mais bon, ça, ils ont été prévenus. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous d'avoir suivi ce direct, d'avoir été très actifs, d'avoir posé plein de questions. Et puis, bon week-end. Je vais aussi demain surveiller sur Telegram et sur notre Twitter. Je ferai un petit sondage sur ce que vous pensez de certains points de l'actualité de la semaine. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon week-end. À vendredi prochain pour le prochain Direct Here Stream qui reviendra à l'heure habituelle, 20h, heure de Paris. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.